À présent, nous allons passer à notre cinquième présentation de ce jour. Elle sera faite par le docteur Nguyen Tepe, qui est le secrétaire permanent du CONAFE, qui va nous entretenir sur le thème « La facilitation des échanges », un enjeu majeur pour l'aboutissement de la ZLECAf. Je le disais tout à l'heure, le docteur Nguyen Tepe est le secrétaire permanent du CONAFE et il est actuellement le chef de la division de l'analyse, de la prospective et de la coopération au port autonome de Douala. Nous attendons de cette présentation que le secrétaire permanent du CONAFE nous présente l'arrimage du CONAFE aux annexes 4, 5, 6 du protocole sur le commerce des biens, qu'il nous présente les actions qui visent à l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires au Cameroun qui sont déjà réalisées jusqu'à ce jour. Et enfin, qu'il nous présente l'impact de la facilitation du transit sur les corridors traversant le Cameroun et la sous-région. Donc, avec votre permission, nous allons passer la parole au docteur Nguyen Tepe pour sa présentation. Merci, Madame la modératrice. J'espère que je suis bien entendu. Oui, c'est bon, vous avez la parole. OK, merci. Donc, il m'a demandé d'examiner la question de l'enjeu de la facilitation des échanges pour l'aboutissement réussi de la ZLECAf. Bien entendu, le plus grand défi qui sous-tend cette belle initiative d'intégration commerciale et économique que constitue la ZLECAf reposera, comme les autres l'ont dit depuis hier, sur les facilités qu'il faudrait accorder pour assurer la fluidité dans cette question de facilitation de l'échange en relation avec l'accord ZLECAf. Je passerai donc par la suite sur cette question des enjeux de la facilitation pour la réussite de la ZLECAf. Et puis, je terminerai par un certain nombre d'initiatives prises au niveau du Cameroun en matière de politique nationale, en matière de stratégie globale de promotion de la facilitation, pour voir comment est-ce que la ZLECAf devrait s'adapter dans ce processus. Alors, nous le savons très bien, quand on parle de facilitation des échanges, on évoque la simplification, la modernisation, l'harmonisation de l'ensemble des processus d'importation, d'exportation et même de transit. Donc, l'objectif ici est donc de veiller à la fluidité de la circulation de marchandises destinées au commerce international dans le cadre des opérations d'importation, d'exportation et de transit, en éliminant les différentes entraves qui peuvent se dresser à cette circulation. Alors, je voudrais préciser que dans le cadre de la facilitation des échanges, il est question de s'attaquer davantage aux obstacles non tarifaires, étant donné que la question des obstacles tarifaires est régie par d'autres instruments, notamment d'ordre douanier, depuis les accords du GATT et bien d'autres accords régionaux qui visent à harmoniser la question liée aux tarifs douaniers. Et d'autres obstacles sont gérés par d'autres instruments, notamment les obstacles techniques, les OTC. Et on a constaté que malgré tout ce combat, il existe d'autres obstacles
qui jusque-là semblent être non visibles, mais qui ont un impact hautement négatif dans la circulation des marchandises, sont les obstacles non tarifaires qui concernent toutes les tracasseries liées au contrôle, à la multiplication des contrôles, à la multiplication des documents et à tout ce qui concerne les procédures archaïques qui sont généralement, qui ont pour effet de rallonger les délais, de créer des surcoûts non maîtrisés qui, au bout du compte, rendent le processus inefficace. Donc, c'est là que se situe le combat de la facilitation des échanges. Éliminer ces entraves liées aux obstacles non tarifaires et qui peuvent avoir un effet plus nocif même que les obstacles tarifaires. L'objectif est donc double ici. Il est question de veiller à travers cette fluidification des flux à la réduction des délais et à la maîtrise des coûts des opérations du commerce extérieur. Donc voilà les deux principaux objectifs visés par la facilitation des échanges. Pourquoi le Cameroun est très intéressé par tout ce processus? On peut dire que ce serait déjà de par notre profil dans le commerce extérieur, notre profil physique déjà, et particulièrement géographique. Le Cameroun est un État côtier avec environ 402 km de côte situé sur le golfe de Guinée dans une position généralement jugée très stratégique. Et le Cameroun a aussi la particularité de servir de territoire de transit pour quelques pays voisins, dont certains sont sans littoral, comme le Tchad, la RCA, et d'autres, bien que étant eux-mêmes des pays côtiers, ont des territoires qui sont beaucoup plus proches des ports camerounais que des ports locaux, et donc préfèrent plutôt faire transiter leurs marchandises par le port camerounais. C'est le cas du Congo. Donc, toute la partie nord est beaucoup plus proche du port de Douala ou du port de... Donc, nous servons le commerce extérieur à plusieurs titres, en tant qu'État côtier et État du port, naturellement, et État de transit, facilitant le commerce de transit des pays voisins. Pour cela, nous sommes donc dotés de ports modernes, actuellement deux grands ports, le port de Douala, le port autonome de Douala, le port autonome de Koudi, et surtout d'un corridor routier, en fait multimodal, rail-route, qui est destiné à desservir notre interland national, oui, mais surtout aussi l'interland sous-régional concernant les pays que nous avons cités. Donc, profil physique très important dans le commerce extérieur. Profil juridique et institutionnel, le Cameroun a pris à bras le corps la problématique de la facilitation des échanges, notamment en ratifiant les principaux instruments juridiques y afférents. Je peux citer quelques-uns, notamment l'accord, la Convention phare de l'ONU, Convention visant à faciliter le trafic maritime international. Le plus récent étant l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC, et bien entendu, au plan douanier, la Convention de Kyoto révisée de l'OMD, qui constitue à l'heure actuelle les principaux instruments de facilitation des échanges au plan international et même mondial. Au-delà donc de ces instruments internationaux, le Cameroun fait également partie d'importants mécanismes régionaux de facilitation des échanges. Le plus récent étant ce qui nous réunit dans le cadre de cette conférence,
c'est-à-dire les CAF. Et au niveau purement régional, nous sommes partis à d'autres mécanismes au sein de la CEMAC, CEAC, tout comme au niveau bilatéral, avec les accords que nous signons avec ces pays voisins dans le commerce extérieur, transit par le Cameroun, notamment le Tchad et la RDC. Au plan national, le Cameroun a également adopté une importante législation nationale pour veiller à s'arrimer à ces mécanismes internationaux et régionaux sur la facilitation des échanges. Et pour mettre en musique tout cela, au plan institutionnel, les instances sont mises en place pour coordonner les actions nationales, la politique nationale. À ce titre, je peux citer le Comité national de facilitation des échanges, le CONAFE, qui a vocation donc à assurer la coordination des réflexions nationales sur la politique de la facilitation des échanges. Et à côté du Comité national, nous avons d'autres instances au niveau portuaire, le Comité consultatif d'orientation, etc. Donc, toujours dans notre profil au plan opérationnel, d'importants outils sont mis en place pour faire du Cameroun un État qui promeut la facilitation des échanges, notamment le guichet unique des opérations du commerce extérieur, qui est en pleine mutation vers un instrument totalement virtuel. Le système douanier qui est informatisé à travers des systèmes qui se succèdent. Hier, c'était Sidonia. Aujourd'hui, c'est CAMSIS, toujours dans ce processus d'amélioration continue. Et puis, nous sommes dotés de portails numériques d'information commerciale pour faciliter l'accès à l'information commerciale à tous les opérateurs de commerce international dans le monde. Je peux citer donc le Cameroun Trade Hub, qui est un portail développé par le Conseil national des chargeurs, le Cameroun, le CNCC, le Cameroun Trade Portail, qui suit les mêmes objectifs que le Cameroun Trade Hub, mais cette fois développé par le guichet etc. Alors, comment est-ce que tout cela devrait être au service de la SLECAF, cette nouvelle donne qui devrait promouvoir le commerce intra-africain? On l'a dit, c'est un énorme marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Comment est-ce que la facilitation des échanges peut donc se mettre au service de ce marché? À ce niveau, quelques axes mériteraient d'être explorés. Déjà au niveau de la simplification de l'accueil des navires, puisque le commerce, l'accroissement en perspective du commerce intra-régional devrait être facilité au plan logistique à travers des maillons tels que les ports qui ont vocation à accueillir donc ce trafic qui passera d'une région à une autre, d'une communauté économique régionale à une autre, parce que nous savons qu'en Afrique, le commerce interétatique est quand même desservi essentiellement par voie maritime, étant donné la faiblesse de la connectivité routière dans nos pays et dans nos régions. Comment est-ce que les ports devront se préparer à accueillir les navires destinés à ce commerce? Quelles sont les formalités qui devront être élaborées et implémentées de manière spécifique pour assurer le transit transfrontalier de ces marchandises au niveau des ports et surtout sur les corridors? Voilà quelques questionnements que nous dégageons ici pour voir comment est-ce que la facilitation des échanges, qui jusque-là est promue, mais dans un cadre purement mondial, c'est-à-dire pour desservir, pour accueillir le trafic purement international, c'est-à-dire
Jusque-là, nous sommes habitués à ces courants de trafic entre notre continent et l'Europe et les États-Unis d'Amérique et l'Asie. Maintenant que nous voulons promouvoir ce commerce intra-africain qui est un peu plus fragile, quelles sont les dispositions spécifiques que nous devons prendre? Nous avons des repères sur l'accueil des navires. La convention phare de l'ONU, bien entendu, qui a mis en place un certain nombre de mesures pour harmoniser et faciliter l'entrée, le séjour, le départ des navires dans les ports, l'entrée, le séjour, la sortie des cargaisons. Mais est-ce que dans le contexte de la SLECAF, il n'y a pas lieu de réfléchir à des mesures additionnelles? C'est un peu ça la problématique. Par exemple, au niveau des infrastructures portuaires, est-ce que ces navires qui, on peut l'imaginer, seront davantage des caboteurs et non pas des navires de ligne régulière, est-ce qu'au niveau du port, on ne devrait pas penser à développer des infrastructures portuaires dédiées, des terminaux dédiés, des quais dédiés pour accueillir ces navires? Et conséquemment, penser à développer, à mettre en place des conditions d'escale spécifiques et préférentielles pour faciliter ces opérations. On pourrait penser, par exemple, aux règles de priorité d'accostage et même, pourquoi pas, aux tarifs portuaires. Est-ce que les navires qui sont destinés à desservir ce commerce intra-régional qu'on veut promouvoir devraient venir attendre en rade, comme le font tous les navires de ligne régulière, et être programmés au premier venu, first in, first out, ou alors on ne gagnerait pas à définir des conditions d'escale préférentielles spécifiques de telle sorte que ce trafic soit fluide pour être efficace. Ce sont des questions auxquelles on devrait apporter des réponses spécifiques. Au niveau des règles des mesures de facilitation promues par l'accord sur la facilitation des échanges, est-ce qu'il n'est pas question d'y accorder une attention particulière sur le commerce régional de manière spécifique? Par exemple, lorsque l'accord sur la facilitation des échanges promet un meilleur accès aux informations commerciales à travers notamment les points d'information commerciale, les portails d'information, il conviendrait nécessairement de développer dans ces portails d'information des onglets, des rubriques spécifiques destinés à la diffusion des informations spécifiques aux règles du commerce transfrontalier prévues par la SLECAF. Pareil pour toutes les autres mesures de facilitation globale, parce que, comme je le précisais, on partirait nécessairement de ce référentiel international dans l'objectif de l'adapter au nouveau contexte, au contexte du commerce régional promu par la SLECAF, notamment pour ce qui concerne les règles de traitement avant arrivée de la marchandise. Comment est-ce qu'on doit adapter ce traitement avant arrivée en ce qui concerne les marchandises destinées au commerce régional, qualifiées au régime de la SLECAF. Les guichets uniques devront également s'adapter au mécanisme du commerce régional dans le régime de la SLECAF. Comment est-ce qu'on peut promouvoir un système de déclaration rapide de ces marchandises? Les opérateurs économiques agréés, qui pour le moment, au Cameroun, c'est un système, un programme qui est en cours de développement, mais qui se base davantage sur les règles du commerce international. Comment est-ce qu'il faudrait adapter ces mécanismes
au régime de la SLECAF. Etc. Ici, j'ai essayé de rappeler l'essentiel des règles promues, l'essentiel des mesures promues par les instruments internationaux. Mais globalement, la problématique est de voir comment est-ce que ces mesures globales, mondiales, doivent être adaptées à l'échelle régionale pour favoriser une implémentation efficace du régime de la SLECAF. C'est pareil pour l'exploitation des transits. Effectivement, comment est-ce que le transit, au-delà du régime international qui est un régime universel, devrait s'adapter au régime de la SLECAF. Alors, de manière spécifique, pour terminer, comment le Cameroun essaie de s'attaquer à la problématique de la facilitation des échanges. Jusque-là, nous avions travaillé dans le cadre du Comité national à promouvoir les instruments internationaux, à résoudre les problèmes ponctuels rencontrés par les opérateurs dans leurs opérations quotidiennes, à faire des suggestions sur la réglementation de manière à mettre en place des règles et des procédures plus adaptées, à veiller à ce que les coûts soient maîtrisés. Mais cela a été très souvent fait de manière ponctuelle, conjoncturelle, et pour essayer de mieux structurer notre démarche de facilitation, il a été donc adopté à partir de cette année un document de stratégie de facilitation des échanges sur 5 ans, qui est la feuille de route nationale de la facilitation des échanges à l'horizon 2021-2025. C'est vrai que ce document, nous l'avons élaboré au moment où les travaux sur la SLECAF étaient encore en cours, mais au moment où nous l'avons adopté, la SLECAF était également en cours d'adoption, et ça fait que nous l'avons actualisé très rapidement, tout au moins au niveau des grands principes de la vision, pour veiller à ce que la SLECAF constitue également un champ d'intérêt, un centre d'intérêt pour la facilitation des échanges. Alors, c'est un document, la feuille de route, qui essaie d'établir l'état des lieux et le diagnostic de la facilitation des échanges au Cameroun, qui fixe la vision, les objectifs et les axes stratégiques de la facilitation sur cette période de 5 ans, qui définit surtout un plan d'action prioritaire pendant ces 5 ans. Qu'est-ce qu'on fera de manière concrète? Qu'est-ce qu'on mènera comme action pour atteindre les objectifs? Et enfin, un cadre qui fixe un cadre de mise en œuvre de suivi et d'évaluation. Comment est-ce que nous travaillerons pour que le plan d'action adopté soit effectivement implémenté? De manière générale, ce que je peux signaler, puisque c'est un document intense en lui seul, il peut faire un webinaire. Pourquoi pas? Peut-être qu'à l'avenir, on pourra consacrer effectivement un webinaire sur la feuille de route nationale, la facilitation des échanges. Mais la vision, ce que je vais relever de la feuille de route est de faire du Cameroun une terre d'attractivité et de compétitivité du commerce extérieur à l'horizon 2050. Comment est-ce que ce rêve, donc, quand on dit que le Cameroun a l'ambition d'être perçu au plan mondial comme une terre d'attractivité et de compétitivité en matière de commerce extérieur, ça veut dire que même les instances de notation à l'international, qui ont souvent l'habitude de nous classer, devront désormais avoir des arguments de nous réserver un meilleur classement. Je pense ici à la Banque mondiale à travers son programme Doing Business. Donc, Doing Business devrait s'améliorer, ainsi de suite. Comment y parvenir?
Pour y parvenir, certains objectifs sont donc fixés clairement dans cette feuille de route. Le premier objectif est de réduire d'au moins 30% les délais de passage portuaire des marchandises à l'importation, à l'exportation et au transit. Le deuxième objectif, c'est de réduire d'au moins 20% les coûts de passage portuaire à l'importation et à l'exportation. Pour ne citer que ces deux principaux objectifs, comprenez que l'ambition est vraiment de faire de notre pays une fait d'attractivité. Si on parvient à réduire les délais, on parvient à réduire les coûts. À travers le plan d'action qui est élaboré, nous sommes sûrs que notre pays sera complet, notre chaîne logistique du commerce extérieur sera complète. Alors, pour terminer, en relation avec l'objet de notre communication, c'est-à-dire les enjeux de tout cela pour une mise en œuvre réussie de la SNECAF au service des PME, nous pensons donc que l'effort d'adaptation des mesures de facilitation qui ont cours actuellement au régime de la SNECAF, au contexte de la SNECAF, nécessiterait peut-être, au-delà des adaptations qui devront être faites à l'avenir sur la feuille de route, d'élaborer un cadre de référence spécifique pour la mise en œuvre de l'accord sur la SNECAF. Je ne parlerai pas d'une feuille de route, mais c'est en quelque sorte cela. Il faudrait qu'il y ait de manière spécifique une sorte de petite feuille de route qui viendrait se greffer à la feuille de route existante qui couvre globalement la question de la facilitation des échanges. Il faudrait, puisque on est en train d'engager des acteurs, c'est un document d'engagement, pour que ces engagements soient mis en œuvre, il faudrait nécessairement mettre en place des sortes de chartes de performance des acteurs. Qui doit faire quoi? Comment est-ce qu'il doit le faire? Il faudrait que ces chartes soient clairement définies. Et bien entendu, il faudrait que le comité national lui-même de CONAFE essaye d'adapter son mode opératoire, son mode de fonctionnement aux enjeux spécifiques de la SNECAF. Pourquoi pas peut-être créer des commissions spécialisées destinées à examiner de manière spécifique les problématiques liées au commerce régional sous le régime de la SNECAF. Donc, voilà un peu quelques pistes de réflexion que nous avons dégagées ici pour nous permettre de nous engager véritablement dans le cadre des importants travaux qui sont déjà réalisés au Cameroun en matière de facilitation, mais nous engager véritablement vers leur adaptation en vue de la prise en compte effective des besoins de mise en œuvre de la SNECAF. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, monsieur le secrétaire permanent du CONAFE pour cet exposé. Nous retenons que le combat de la facilitation des échanges est d'éliminer les entraves non tarifaires qui seraient en réalité plus nocifs que les barrières tarifaires. L'intérêt pour le Cameroun, l'intérêt de la facilitation des échanges pour le Cameroun réside dans ce qu'il est un État côtier, un État de port, donc, et un État de transit pour certains pays, notamment le Congo, le Tchad, la RCA. Ensuite, vous avez procédé à la présentation du profil du Cameroun en matière de facilitation des échanges et vous avez partagé votre questionnement relatif à l'apport de la facilitation des échanges sur la mise en œuvre de la SNECAF. Comment est-ce que la facilitation des échanges peut-elle être au service de la SNECAF? Vous avez mis en avant certains éléments de la facilitation qui seraient favorables à une meilleure mise en œuvre et un meilleur rapport de ce marché commun à nos différents opérateurs économiques.
Vous avez pris l'exemple au niveau portuaire et présenté deux éléments qui seraient des pistes intéressantes pour que la facilitation des échanges soutienne de façon efficiente la SDCAF, notamment la simplification de l'accueil des navires et la simplification des formalités de passage des marchandises. À la suite de cela, vous nous avez présenté le document de guide, désormais document de guide du CONAFE, la feuille de route de la facilitation des échanges, qui est un document qui définit le plan d'action prioritaire sur la mise en œuvre de la facilitation des échanges à l'horizon 2021-2025. Bien évidemment, ce document prend en compte les dernières évolutions en matière de mise en œuvre du marché commun africain. Nous prenons au rebond la proposition que vous nous faites d'organiser un séminaire précisément sur la feuille de route nationale sur la facilitation des échanges. Et ensemble, nous allons élaborer et étudier la possibilité justement d'organiser ce webinaire-là. Donc, vous avez présenté certains chiffres qui sont des objectifs à atteindre pour le CONAFE à travers sa feuille de route sur la facilitation des échanges, notamment la réduction de 30% des délais de passage portuaire et la réduction de 20% du coût de passage des marchandises. C'est l'objectif recherché par les différentes mesures déclinées dans ce document. Donc, voilà à peu près résumé la présentation de Monsieur Nguenet. Nous remercions les participants pour leurs différentes questions, leurs différentes contributions et nous invitons tout le monde à laisser leurs questions dans l'outil questions-réponses qui est situé sur le bas de votre configuration. Un participant aimerait savoir si le document feuille de route nationale de la facilitation des échanges peut être disponible. Oui, bien entendu, c'est un document public. Actuellement, c'est un document qui vient d'être validé par le gouvernement et nous sommes en train de procéder à l'édition de la version qui sera diffusée. Dans un premier temps, nous devons obtenir la signature du Premier ministre parce que le gouvernement qui l'a validé doit la pousser et le Premier ministre signera la préface de ce document qui sera édité et diffusé. Et d'ailleurs, nous veillerons à ce qu'il soit disponible dans les différents portails d'information commerciale que j'ai évoqué tout à l'heure et même dans nos différents sites web pour qu'il soit vraiment le plus largement accessible possible, au moins en version électronique. Docteur Nguenet, vous avez évoqué un ensemble de mesures visant la facilitation des échanges intra-régionaux. Quid du volet sécuritaire et de la sécurisation des frontières quand on sait le nombre de conflictualités internes qui challengent la souveraineté des États et la montée en flèche de la criminalité transfrontalière et la piraterie, notamment dans le golfe de Guinée? Entendu que la mer transporte la majorité des échanges commerciaux internationaux et au regard de la faiblesse des infrastructures routières sur le continent, comme l'a indiqué un précédent orateur. Merci. C'est une très bonne question. D'ailleurs, dans la feuille de route nationale sur la facilitation des échanges que j'ai évoquée, j'ai présenté brièvement tout à l'heure, nous avons fait une analyse des risques liés à sa mise en œuvre réussie. Et parmi les risques qui sont analysés, il y a naturellement le risque sécuritaire. Vous savez, la dialectique entre la facilitation et la sécurité ou la sécurisation est toujours une grande préoccupation parce qu'on a souvent comme impression que l'un agit contre l'autre.
Mais en réalité, c'est un problème d'équilibre qu'il faut trouver entre ces deux exigences qui, en même temps, relèvent des missions de l'État. L'État lui-même, qui promet la facilitation des échanges, c'est-à-dire la fluidité des opérations, a aussi la responsabilité de veiller à ce que tout cela soit fait dans des conditions de sécurité maximale. Or, souvent, les mesures de sécurité, certaines mesures de sécurité qui sont prises se heurtent à la facilitation des échanges, aux mesures de facilitation des échanges promues par le même État. Alors, la problématique est toujours celle-là, comment concilier à la fois les besoins de facilitation avec les exigences de sécurité. Et ce n'est jamais un équilibre facile à trouver. J'avoue que c'est une préoccupation importante, mais d'un côté comme de l'autre, il faut assurer une bonne conciliation des intérêts. On a tous besoin de travailler dans un environnement de sécurité. Or, vous savez, il y a pas mal d'aléas sécuritaires que nous connaissons dans la chaîne logistique, les problèmes de conflits armés dans les pays dont le commerce transite par nos pays, le Tchad, la RCA pour l'actualité. Comment gérer tout cela et assurer en même temps l'approvisionnement des marchés dans ce pays. Il y a des risques nouveaux que nous connaissons, le risque sanitaire, la sécurité sanitaire qui s'invite aussi avec l'affaire de Covid que nous vivons. La situation de Covid que nous vivons depuis l'année dernière, c'est aussi un risque de sécurité. Comment veiller quand même à ce que les opérations du commerce extérieur continuent à être exécutées tout en veillant à la sécurité, à la santé des acteurs du commerce. Ce sont des problématiques permanentes et c'est une recherche permanente de l'équilibre des intérêts.